Marthe Keller a passé des décennies à naviguer entre la lumière et l'ombre, mais son histoire n'est pas seulement faite de glamour. Née en Suisse, elle a porté en elle le poids de l'histoire, les cicatrices des rêves brisés et la solitude de celle qui n'a jamais accepté d'être enchaînée par les conventions. Elle a travaillé avec certains des plus grands noms du cinéma mondial, d'Al Pacino à Sidney Pollack, et pourtant elle n'a jamais recherché les artifices de la célébrité. Aujourd'hui, en vieillissant, ce qui frappe le plus n'est pas tant ses triomphes que ses silences, ses accidents et ses choix qui lui ont laissé une vie à la fois remarquable et indéniablement triste. Enfance, danse et l'accident. Marthe Keller est née le 28 janvier 1945 à Bâle, en Suisse, fille de Johann Keller, un jockey et entraîneur de chevaux d'origine allemande ayant fui le nazisme, et de Martha Stierli. Son enfance fut marquée par les tensions de l'Europe d'après-guerre, mais aussi par le rythme ordinaire d'une famille suisse amoureuse de la nature et de la musique classique. Elle grandit dans un foyer aimant, mais strict, où ses parents exigeaient discipline et stabilité, tout en offrant peu d'indulgence. Elle dira plus tard qu'ils étaient sévères mais justes, et elle porta à l'âge adulte à la fois la force et les complexes cachés de ses premières années. Dès le départ, le rêve de Marthe n'était pas de devenir actrice, mais danseuse. Elle s'entraîna en ballet classique, s'investissant totalement dans la discipline rigoureuse de cet art. Pour une jeune fille qui aspirait à échapper à la monotonie de son univers provincial, la danse représentait une promesse de liberté. Elle idolâtrait une amie issue d'un milieu plus aisé qui semblait incarner cette vie de sophistication et de beauté. Keller voulait suivre le même chemin et tout, dans son enfance, l'orientait vers une carrière de ballerine. Ce rêve prit fin brutalement à l'âge de 16 ans. Un accident de ski brisa son ménisque et l'obligea à abandonner sa formation. La blessure fut irréversible, détruisant ses espoirs de devenir danseuse professionnelle. Pour une adolescente, ce fut un désastre, mais ce fut aussi le premier d'une série d'accidents qui allaient modifier le cours de sa vie. Marthe reconnaîtra plus tard que chaque grand tournant de son parcours venait de ces événements imprévus, des moments qui semblaient tragiques, mais qui apportaient ensuite de nouvelles opportunités. Pourtant, à l'époque, l'accident la laissa désorientée, perdue, en quête d'un nouvel exutoire pour sa discipline et son ambition. C'est ce détour forcé qui la conduisit vers le théâtre. Keller s'inscrivit à l'Opéra de Bâle, puis suivit des études d'art dramatique à Munich, en Allemagne. Sur scène, elle découvrit une autre forme de discipline, exigeant la même intensité que le ballet mais transposée dans la voix, le corps et le texte. Entre 1965 et 1968, elle se produisit dans une troupe berlinoise, alors que la ville portait encore les cicatrices de la guerre et était divisée par le mur. Citoyenne suisse bénéficiant de la liberté de circuler, elle devint témoin muet de l'histoire, transportant des lettres entre l'Est et l'Ouest, au péril de sa liberté. Ces années forgèrent sa conscience politique et son endurance. Elles lui révélèrent aussi que l'art n'était pas seulement performance, mais survie. En 1966, elle fit sa première apparition à l'écran dans Mes funérailles à Berlin, réalisé par Guy Hamilton. C'était un rôle modeste, mais il marqua son entrée au cinéma. À la fin des années 1960, elle se retrouva bloquée à Paris lors des événements de mai 68. Incapable de retourner à Berlin, elle y resta. Et cet accident, encore une fois, changea tout. À Paris, elle rencontra le réalisateur Philippe de Broca, qui la dirigea dans Le Diable par la queue puis dans Les Caprices de Marie. Leur collaboration se transforma en romance, et de cette union naquit son fils unique, Alexandre, au début des années 1970. Ce nouveau chapitre fut le commencement d'une carrière qui allait s'étendre sur des continents et des décennies, mais aussi le début d'enchevêtrements personnels, mêlant passion et chagrin. Ascension en France. Le début des années 1970 amena Marthe Keller dans les foyers de millions de téléspectateurs français. En 1971, elle interpréta la comtesse Natacha dans la série télévisée Arsène Lupin, aux côtés de Georges Descrières.
Le rôle était modeste mais marquant, et il lui offrit une première reconnaissance nationale. Mais le véritable tournant survint en 1972, avec La Demoiselle d'Avignon, un feuilleton romantique qui captivait le public dans toute la France. Keller y incarnait Christina de Curlande, une princesse fictive tombant amoureuse d'un simple diplomate français joué par Louis Vell. La série fut l'une des productions les plus regardées de la décennie, et Marthe Keller devint, presque du jour au lendemain, un nom familier. Les téléspectateurs furent séduits par son mélange d'élégance, de mystère et de vulnérabilité. Le rôle façonna son image publique, l'attachant à jamais à un personnage à la fois romantique et tragique. Ce fut, à bien des égards, l'apogée de sa popularité en France, mais pour Keller, ce fut aussi le début d'une relation malaisée avec la célébrité. Elle n'aimait pas la notoriété et n'avait aucun intérêt à cultiver le glamour que l'on attendait d'elle. Cette reconnaissance soudaine la laissa partager. Reconnaissante du succès, mais désireuse de rester une personne privée. Sa carrière cinématographique prit également de l'élan durant ces années. En 1973, elle apparut dans Elle court, la banlieue de Gérard Pires avec Jacques Higelin, un film qui reflétait les frustrations de la société française en banlieue. En 1974, elle travailla avec Claude Lelouch sur Toute une vie, un film bien accueilli qui ouvrit la voie à des opportunités internationales. En 1975, elle attira l'attention du réalisateur italien Mauro Bolognini qui la fit jouer dans Vertige. Chaque rôle renforçait sa polyvalence, démontrant sa capacité à passer de la comédie légère au drame psychologique avec aisance. Mais la carrière de Keller n'était pas guidée par le calcul. Elle affirmait souvent que rien n'était planifié, que tout arrivait par accident. Elle ne passait jamais d'audition. Les opportunités semblaient simplement se présenter. Elle suivait plus l'instinct que l'ambition. Et pourtant les résultats la conduisirent vers les plus grands cinéastes du monde. Sa capacité à travailler en plusieurs langues, allemand, français, anglais et italien, était un atout majeur. Elle expliquait souvent que jouer dans une autre langue la libérait de sa conscience de soi, car elle devait se concentrer uniquement sur les mots. Cela lui donnait du courage et lui permettait d'échapper à la timidité qui l'avait hanté dans sa jeunesse. Malgré son succès croissant, Keller demeurait réticente au culte de la célébrité. Elle préférait décrire sa vie comme un parcours plutôt qu'une carrière, car elle rejetait l'idée de stratégie et de planification. Ce qui comptait, c'était le travail. Non, l'image. Elle gardait ses distances avec les rumeurs, évitait les interviews quand elle le pouvait, et maintenait une part de mystère autour de sa vie privée. Cette discrétion ajoutait à son charme, mais la distinguait aussi de beaucoup de ses contemporaines qui recherchèrent la publicité. Le milieu des années 1970 marqua le moment où Hollywood frappa à sa porte. En 1976, elle joua dans Marathon Man de John Schlesinger, aux côtés de Laurence Olivier et Dustin Hoffman. Elle y interpréta Elsa Opel, un rôle qui la plaça au centre d'un thriller sombre et paranoïaque, devenu un classique de son époque. Ce fut son premier grand film américain, qui lui apporta un public international ainsi qu'une nomination au Golden Globe du meilleur second rôle féminin. Cela aurait dû marquer le début d'une carrière mondiale triomphante. Pourtant, pour Marthe Keller, l'expérience fut plus complexe. Elle avouera plus tard qu'elle n'avait guère compris le scénario pendant le tournage et n'en saisit la profondeur que des années plus tard. Elle se souvenait néanmoins d'un plateau généreux où les acteurs étaient bien traités, logés dans les meilleurs hôtels, bénéficiant de masseurs et de tout le confort, un luxe qu'elle n'avait jamais connu en France. Pour ce rôle, elle fut payée $8 000, une somme modeste pour Hollywood, mais une fortune comparée à ses débuts. Le contraste entre son ascension internationale glamour et son malaise privé devint un thème récurrent de la vie de Keller. La célébrité s'imposait sans cesse à elle, mais elle ne la recherchait jamais et ne s'y sentait jamais à l'aise. Alors qu'elle continuait à accepter de grands rôles,
Elle commençait déjà à ressentir une autre attirance, celle de rester libre, d'éviter de se retrouver piégée dans la machine de la notoriété et de préserver coûte que coûte son indépendance. Année hollywoodienne, Al Pacino et désillusion. Après le succès de Marathon Man en 1976, Marthe Keller devint l'une des rares actrices européennes à franchir le pas du cinéma américain à l'apogée des années 1970. Elle travailla avec Sidney Pollack sur Bobby Deerfield, un mélodrame sombre dans lequel elle incarnait une femme mourant de leucémie face au pilote de Formule 1 joué par Al Pacino. Le film ne fut pas un succès commercial, mais il marqua le début de l'un des chapitres personnels les plus importants de sa vie. Keller et Pacino entamèrent une relation qui allait durer 7 ans, de 1977 à 1984. Leur lien se fondait sur un amour commun du théâtre et de la littérature, mais il était aussi marqué par le contraste de leurs personnalités. Keller était discrète, timide et soucieuse de protéger sa vie privée, tandis que Pacino était déjà l'un des acteurs les plus célèbres et scrutés au monde. Leur relation resta en grande partie cachée du public, bien que Keller ait reconnu plus tard être resté proche de lui-même après leur séparation. Elle organisa un jour un dîner entre Pacino et Dustin Hoffman, espérant réunir les deux icônes aux petits cheveux noirs du Hollywood des années 1970, pour découvrir qu'ils se toléraient à peine. Durant ces années, Keller travailla également sur Black Sunday, réalisé par John Frankenheimer, un thriller politique tendu, et sur Fedora, l'un des derniers films de Billy Wilder. Dans Fedora, elle incarnait une actrice vieillissante retirée de la vie publique, un rôle qui reflétait une part de son propre malaise face à la célébrité. Le film fut un échec commercial lors de sa sortie, mais des décennies plus tard, il fut restauré et salué comme un chef-d'œuvre caché. Keller elle-même décrivit l'expérience comme douloureuse, Wilder étant notoirement exigeant, mais elle ne regretta jamais, y voyant un épisode de plus dans le parcours imprévisible qu'avait toujours été sa vie. Malgré ses rôles prestigieux, la carrière hollywoodienne de Keller ne se développa pas comme elle aurait pu le faire pour d'autres. Elle refusa des projets qui ne l'intéressaient pas et ne voulut jamais compromettre son indépendance au profit d'un gain commercial. Pour elle, le véritable luxe du métier d'actrice était la possibilité de dire non. Elle dira plus tard, le luxe dans ce métier, c'est de pouvoir dire non aux choses qu'on n'a pas envie de faire. Cette position lui coûta des opportunités aux États-Unis, mais elle préserva ainsi son intégrité. Au début des années 1980, Keller passa de plus en plus de temps en Europe, travaillant dans des productions françaises comme Rouge baiser et Femme de personne. Elle s'était lassée de l'Amérique, décrivant New York à cette époque comme sauvage mais excitante, peuplée de gens se promenant avec des sacs de cocaïne. Elle insista sur le fait qu'elle n'en avait jamais pris, mais elle absorba l'atmosphère de chaos et de changement. Hollywood, lui, la laissait partager. Elle aimait l'énergie des tournages, mais méprisait la superficialité de l'industrie. Lorsque Donald Trump fut élu président des décennies plus tard, elle prit une décision radicale. Elle abandonna du jour au lendemain son appartement new-yorkais, laissant derrière elle ses livres, ses disques, sa vaisselle et même son ordinateur, disant à ses amis de se servir comme ils voulaient. Pour Keller, l'Amérique n'était plus un lieu où elle pouvait vivre. La relation avec Pacino prit également fin en 1984. Elle n'en expliqua jamais les détails, préférant préserver l'intimité de ce lien, mais elle admit que la connexion demeurait. Pourtant, la séparation la laissa de nouveau seule. Elle ne se maria jamais, expliquant crûment « Je ne me suis jamais mariée car je ne supporte aucun contrat ». Pour quelqu'un qui avait bâti sa vie sur l'indépendance, l'idée de s'attacher légalement à une autre personne était insupportable. Hollywood donna à Marthe Keller la célébrité, l'argent et la chance de travailler avec des légendes. Mais cela accentua aussi sa solitude. Les rôles qu'elle jouait reflétaient souvent la tristesse de femmes prisonnières du destin, de la maladie ou de la beauté qui s'efface,
et Keller elle-même semblait absorber une part de cette mélancolie. Sa vie en Amérique n'a jamais été une quête de gloire. C'était une question de survie, de résistance, et finalement de départ. Retour en Europe, opéra et carrière tardive. Lorsque Marthe Keller referma le chapitre hollywoodien, elle revint en Europe avec un sentiment de soulagement. En France et en Suisse, elle pouvait travailler sur des projets qui comptaient pour elle plutôt que de courir après les chiffres du box-office. Elle fut attirée par de jeunes cinéastes, curieuse de leur énergie, de leur chaos et de leur volonté d'expérimenter. Elle décrivit un jour le travail avec ces nouveaux réalisateurs comme le fait d'être entourée de labradors fous, pleins de mouvements, imprévisibles, mais vivants. Dans les années 1990 et 2000, elle collabora avec des talents français tels que Nicolas Boukrieff et Louis Do de Lancesing, préférant leur enthousiasme à la rigidité des studios américains. Parallèlement, Keller découvrit une nouvelle vocation, l'opéra. Vers l'an 2000, elle commença à mettre en scène des productions, apportant sa sensibilité musicale et théâtrale à cet art exigeant. En 1999, elle monta Dialogue des Carmélites à l'Opéra national du Rhin, ce qui lui valut le prix de la meilleure mise en scène, décerné par la critique. À Washington, elle mit en scène Lucia di Lammermoor, et en 2003, elle aborda Don Giovanni au Metropolitan Opera de New York, l'une des scènes les plus prestigieuses du monde. Pour Keller, l'opéra n'était pas une rupture, mais une continuité. Elle avait grandi entourée de musique classique, avait connu la rigueur du ballet et passé des décennies à interpréter des textes sur scène. L'opéra lui permettait de réunir toute cette expérience, façonnant les spectacles non seulement comme actrice, mais aussi comme véritable narratrice. Son amour pour la musique s'exprima également de manière plus intime. En 1984, elle enregistra même un 45 tours, Les paillettes de l'amour, qu'elle présenta dans des émissions de télévision françaises comme Champs-Élysées de Michel Drucker. Bien que le titre ne soit jamais devenu un succès, il reflétait sa curiosité et sa volonté d'explorer chaque facette de la performance. Plus tard, sur scène, elle combina lecture de textes littéraires et musique classique, notamment avec l'une de ses œuvres favorites, Cassandre, du compositeur Michael Jarrell. Ses performances hybrides lui permirent de garder le jeu vivant à une époque où les rôles pour les femmes plus âgées au cinéma se raréfiaient. Pourtant, malgré sa créativité, Keller était parfaitement consciente des difficultés rencontrées par les actrices au-delà de 45 ans. Elle refusait de rester chez elle à attendre un coup de fil qui ne viendrait peut-être jamais. Au lieu de cela, elle se créa ses propres opportunités, restant active sur scène, dans l'opéra et dans l'enseignement. Elle était fière de travailler avec les étudiants de la Teinturerie, une école de cinéma en Suisse, où elle fit jouer à ses élèves les 3 sœurs de Tchekhov dans 14 langues, dont l'arabe, l'hébreu, l'italien et même la langue des signes, qu'ils ne connaissaient pas. Pour Keller, l'exercice portait sur la liberté, la discipline et la découverte que la langue pouvait libérer plutôt que contraindre. Cependant, son retour en Europe n'effaça pas la tristesse tissée dans sa vie. Bien qu'elle ait joui d'un immense respect professionnel, elle n'embrassa jamais la célébrité. Elle avouait être timide, voire claustrophobe, attirée par la Suisse pour son calme, mais toujours agitée par le désir du monde extérieur. Elle reconnaissait que la mentalité suisse, façonnée par une modestie calviniste, pouvait étouffer le talent, rendant les artistes trop timides, trop retenus. Elle se voyait à la fois comme un produit de cette culture et comme quelqu'un qui s'y opposait. Sa carrière en Europe fut marquée par des temps forts, mais aussi par un rythme plus discret et introspectif. Contrairement à ses années hollywoodiennes, il n'y eut ni blockbusters mondiaux, ni couverture de magazines. À la place, il y eut du travail, constant, réfléchi et profondément personnel. Et pourtant, sous tout cela, subsistait un sentiment d'incomplétude. Elle était admirée, mais jamais adorée, respectée, mais jamais idolâtrée. Elle avait choisi l'indépendance, mais le prix de cette liberté fut la solitude.
Dernières années, autobiographie et le poids de l'âge. Avec les années, Marthe Keller devint plus sélective, refusant souvent les projets qui ne l'inspiraient pas. Elle répéta à maintes reprises que le plus grand privilège de sa profession était la liberté de dire non. Elle détestait l'idée d'être piégée par des contrats, des obligations ou des rôles qui n'étaient pas en accord avec ses instincts. C'est cette même philosophie qui l'avait empêchée de se marier. Elle le disait simplement. « Je ne me suis jamais mariée car je ne supporte aucun contrat. » Cette indépendance radicale, qui l'avait guidée depuis son accident d'adolescente, resta intacte jusque dans ses dernières années. Dans la soixantaine avancée, Keller publia « Les scènes de ma vie », une autobiographie non conventionnelle parue aux presses de la cité. Ce n'était pas un mémoire classique rempli de scandales ou de révélations privées. C'était plutôt une réflexion sur son travail, sur les scènes qu'elle avait traversées, les metteurs en scène qu'elle avait connus, la musique et les textes qu'il avait façonnés. Elle admit ouvertement qu'elle n'aimait pas les biographies, sauf celles écrites sur Greta Garbo. Elle avait refusé d'écrire la sienne pendant des décennies jusqu'à ce qu'elle soit persuadée par l'éditrice Elisabeth Samama et encouragée par ses deux petites filles. Même alors, elle exigea le droit d'annuler la publication si le résultat ne lui convenait pas. Dans ce livre, Keller raconta sa vie non pas à travers les rumeurs, mais par ce qu'elle considérait comme l'essence de son identité, le travail lui-même. Elle parla des répétitions, de l'apprentissage des textes jusqu'à l'épuisement, de son admiration profonde pour Tchekhov, qu'elle appelait son « Dieu ». Quand elle était déprimée, elle se tournait vers ses nouvelles et retrouvait la force. Elle se souvenait de son temps dans le Berlin divisé, transportant des lettres à travers la frontière avec son passeport suisse et risquant l'arrestation. Elle évoqua ses collaborations avec des réalisateurs comme Claude Lelouch ou Sidney Pollack, avec qui elle tourna le mélancolique Bobby Deerfield. Elle parla même brièvement de Marcello Mastroianni, avec qui elle apparut dans Les yeux noirs de Nikita Mikhalkov en 1987, en se rappelant de lui avec tendresse. Ce qui ressortait le plus clairement, c'était sa lutte constante avec la célébrité. Keller avoua qu'elle détestait la notoriété, préférant l'ombre à la lumière. Elle ne voulait pas être adulée ni poursuivie par des fans. Elle désirait être traitée comme n'importe qui, rester accessible mais à distance. Même dans ses dernières années, elle confessait avoir le trac, de la nervosité avant de monter sur scène et un sentiment d'imposture malgré des décennies de carrière. Son humilité frôlait souvent le doute de soi, héritage de son éducation stricte et de la conscience des accidents qui avaient façonné son destin. Keller parla aussi de l'histoire, de l'ombre du nazisme qui planait sur sa famille. Son père avait fui l'Allemagne à 18 ans, mais le traumatisme demeurait. L'une de ses amies les plus proches s'était suicidée après avoir découvert le passé nazi de son père. Ses souvenirs hantaient Keller, lui rappelant que le passé n'était jamais loin. Elle déclara ouvertement « Je ne veux pas être allemande ». Et pourtant, elle reconnut que l'Allemagne avait fait de grands efforts de mémoire, tout en déplorant que de nouvelles vagues d'intolérance prouvaient que l'humanité n'apprenait pas toujours de ses erreurs. Lorsqu'elle atteignit la huitantaine, Marthe Keller était à la fois célébrée et oubliée. Elle avait été honorée par l'American Cinematheque à Los Angeles en 2019, où Marathon Man et Au Galop furent projetés en hommage. Elle accepta cette reconnaissance avec humilité, avouant qu'elle était touchée mais toujours mal à l'aise face à tant d'attention. Elle vivait principalement en Suisse, à Clarence, après des années passées à Verbier et à Paris. Elle continua de travailler, apparaissant dans des films et à la télévision française, et resta active sur scène. Mais elle portait en elle la mélancolie de quelqu'un qui avait choisi l'indépendance à chaque tournant et qui se retrouvait désormais largement seul. Sa vie fut remplie de succès, certes, mais aussi d'une certaine tristesse née de son refus de compromis. Elle avait connu l'amour, mais refusé le mariage. Elle avait connu la célébrité, mais la méprisait.
Elle avait travaillé avec des légendes, mais s'était détournée du système qui aurait pu faire d'elle une icône mondiale. À plus de 80 ans, l'histoire de Marthe Keller est faite de discipline, d'accidents, de survie et de solitude. C'est une histoire qui rappelle que même les carrières les plus glamour peuvent cacher des vies marquées par le silence, la retenue et le chagrin discret d'une indépendance poussée trop loin. Le parcours de Marthe Keller nous montre que derrière l'élégance et le talent peuvent se cacher le silence, la solitude et la douleur. Elle a vécu selon ses propres règles, mais ses choix vinrent avec des sacrifices. Qu'en pensez-vous? L'indépendance vaut-elle le prix de la solitude? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.